chef de projet à la ville de Grande-Synthe, éducation populaire et transition écologique et sociale. Il y a des choses qui sont particulières par rapport à cette ville, Grande-Synthe, sachant que je suis originaire de cette ville, que c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, où ma famille aussi a vécu, travaillé, mes parents, mes grands-parents, et que c'est une ville qui, parmi ses identités, a une tradition d'innovation sociale pour les habitants. Et c'est une ville aussi qui s'est créée dans un cadre particulier, qui a créé son cadre de vie et qui a poussé très vite dans les années 60, 70 avec l'arrivée des industries, notamment sidérurgiques. Et donc en fait, il a fallu à ce moment-là animer cette ville, lui donner une âme, lui donner qu'elle ait des équipements, qu'il y ait des loisirs, qu'il y ait tout ça, et puis aussi travailler le cadre de vie avec des choix qui ont été faits à l'époque, mais qui étaient des choix militants aussi, portés par des habitants, portés par le milieu ouvrier, portés dans les quartiers par les mamans aussi, pour les conditions de vie de leurs bambins et les activités, tout ça. Et donc en fait, tout ça, il y a une espèce de fierté qui se dégage chez les habitants en fait de tout ça. C'est quand même, voilà, on est, voilà, une fierté. Et donc, et je parlais du cadre de vie. C'est pour ça aussi que on peut aussi reconnaître dans cette mobilisation, j'allais dire, pour le cadre de vie, les ferments de la politique de transition, d'une politique plus écologique, mais aussi les ferments d'un lien qui est fait entre l'écologie et le social, ou le social et l'écologie, et vice-versa, et une croyance dans le fait que les solutions écologiques sont des réponses sociales et sont des réponses à des questions qu'on se pose, qu'on doit se poser maintenant sur la façon de vivre en société, notre relation à la nature, comment préserver un monde habitable qui profite plus largement à tous, qui soit mieux partagé, qui permette plus d'égalité, plus de... Ça s'explique aussi en partie par ce que j'ai décrit tout à l'heure. Il y a dans les villes populaires aussi une tradition, un héritage aussi de mobilisation, de mobilisation collective pour défendre des revendications, pour défendre des droits, pour voilà. Et cette croyance que la mobilisation permet de faire de la transformation sociale. Et donc à Grande-Synthe, cet héritage est présent, et l'idée de la création de l'université populaire, pour les élus à l'époque et pour le maire, c'était de réfléchir à comment renouer avec cette tradition, comment lutter contre le consentement, la résignation ambiante, l'individualisation, voilà. Enfin, après, c'est des chantiers très vastes. Hein. Je suis pas sûr qu'on réussisse à Grande-Synthe à répondre à toute cette question-là, mais au moins de se poser la question. Voilà, il y a quand même des choses qui posent problème, qui empêchent concrètement les gens d'exercer leur droit de cité, d'avoir confiance en eux-mêmes pour se dire, bah voilà, j'ai le droit de... Enfin, la démocratie, c'est une participation. La démocratie, ce n'est pas qu'une délégation ou un mandat qu'on concède. C'est aussi une participation et c'est apprendre aussi à gouverner. Voilà. Et donc, l'université populaire, l'idée d'avoir un service municipal dédié à ça, l'idée était celle-là, c'est-à-dire comment promouvoir l'engagement des citoyens. Après aussi avec un héritage, alors ça aussi ça peut paraître contradictoire, avec un héritage des universités populaires qui sont celles de la construction d'une autonomie politique. Alors dans une collectivité, c'est quelque chose de questionnant. Hein. L'autonomie politique, sachant qu'on est dans une collectivité territoriale qui, par définition,
géré par un exécutif, tout ça, ainsi de suite. Mais l'idée, c'était de miser sur la politique au sens général du terme, au sens citoyen, au sens d'Aristote, et de se dire, promouvoir promouvoir la délibération, le choix collectif, l'exercice de la raison, pour arriver à la définition d'objectifs communs, tout ça, ainsi de suite. Voilà. Et donc, cette autonomie qui est relative, comme toute autonomie, elle est là pour ce service. C'est-à-dire une confiance aussi en l'intelligence collective des citoyens et au fait que, voilà, c'est pas parce que on laissait la possibilité d'avoir des activités fédératrices avec des habitants sur des questions générales, locales, tout ça, ça allait forcément se transformer en insurrection. Loin de là, de toute façon, c'est pas ce qui se passe. Hein. Voilà. Et donc voilà, donc l'université populaire, c'est un service municipal avec une dimension quand même atypique. Parce que c'est renouer avec cet héritage des universités populaires, nous, c'était aussi questionner le fonctionnement du service public et d'être dans un fonctionnement à échelle des habitants, de prendre au sérieux le mot populaire, c'est-à-dire de se dire, de faire avec une simplicité de moyens, de travailler sur des sujets qui correspondent aux besoins matériels aussi des gens. Pas du tout de se dire les grandes idées, c'est des idées nobles, c'est des idées qui sont déconnectées de l'existence matérielle. Ça, ce sont simplement des idées que certaines parties de la population peuvent se poser, mais d'autres qui sont dans la mouise ne peuvent pas se poser, matériellement peuvent se les poser. Donc on se devait de prendre en considération ces données-là, matérielles. Voilà. Et à partir de là, créer de la solidarité, créer de l'engagement commun et se questionner aussi sur une solidarité entre un service public, nous qu'on est, et les habitants. En mettant en place des activités communes, dont notamment les jardins populaires, qui sont gérés, ne correspondent pas tout à fait complètement à la définition d'un commun, mais qui sont quand même gérés sur ce mode-là, en s'inspirant de règles d'usage qui sont définies en commun, d'un travail collectif sur le sujet, d'appropriation d'espace public pour des activités communes, enfin voilà, tout un tas de choses. Je parlais de prise en considération aussi des problématiques quotidiennes des habitants. Très tôt, on a pu mobiliser une équipe de bénévoles pour être écrivain public. Voilà. Donc dans un service public, pourquoi pas avoir des bénévoles qui viennent pour l'entraide, pour aider d'autres citoyens pour mettre leurs compétences à disposition d'autres citoyens qui ont des problématiques liées à des papiers, à l'écriture de courrier, remplir des dossiers, tout ça, quoi. Et ça correspond bien aussi malheureusement à des soucis actuels qu'on trouve avec la numérisation, tout ça, au fait que les services publics soient de plus en plus soumis à des impératifs de productivité, de gestion de dossiers, et dans lesquels l'humain a du mal à rentrer, dans lesquels les gens ont moins de temps pour s'expliquer, dans lesquels, au guichet, ça va être expéditif, au téléphone encore plus. Il y a de moins en moins d'endroits où on reçoit les gens, par exemple, pour leur expliquer leur dossier de retraite. Voilà, c'est un sujet. Et quand des bénévoles se mettent à disposition pour donner un coup de main à d'autres habitants, on se rend compte que c'est hyper précieux, quoi. Rien que le temps passé, l'écoute, ça apaise énormément de choses. Il y a énormément de violence qui se diffuse, mais pas au sens de la violence physique, mais de violence qui se diffuse dans les rapports aussi entre les institutions et les gens. Où les gens, la violence, c'est devoir avaler et d'intérioriser sa résignation ou sa frustration par rapport à des choses parce qu'on n'arrive pas à accéder à ses droits, parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer, parce qu'il y a une suspicion sur il y a plein de choses. Il y a tout différentes actions. On peut regrouper les actions un peu en catégories. Il y a des catégories d'actions d'entraide populaire, les écrivains publics, mais on conçoit aussi un Repair Café dans ce sens-là. Pareil, des compétences qui sont mises
à disposition. On a toute une catégorie de partage de savoir et de savoir-faire. Donc dans ça rentre la fabrique de l'autonomie. Ce sont des ateliers de do it yourself, en fait, en gros, avec une forte dimension éduc-pop sur les enjeux politiques et économiques qu'il y a derrière aussi, le fait de parler des perturbateurs endocriniens, parler des différentes pollutions, parler de leurs effets sur la santé, parler de l'absence ou non de protection réglementaire européenne ou française par rapport à comment les normes sont construites, est-ce qu'elles sont contraignantes pour les industriels, tout ça de suite. On parle de tout ça avec les gens. Et puis ça justifie aussi après de refaire des choses par soi-même. Ça s'appelle la fabrique d'autonomie. Tout est présenté sous l'angle de se rapproprier des savoir-faire, les partager. Ça permet de faire des économies. Et puis en gros, c'est pas triste, quoi. C'est convivial. Voilà. Là-dedans aussi, il y a tout un programme de conférences-débats. Donc, ces rencontres-débats, on travaille beaucoup sur... on invite des gens qui sont dans des sujets de recherche ou de création qui peuvent être inspirantes pour des pratiques locales, mais aussi sur la réflexion globale, qui peuvent inspirer par exemple les élus sur le travail, par exemple tout le travail qu'il y a eu sur la gratuité. Donc voilà, on a invité des chercheurs qui étaient spécialisés ou des essayistes qui étaient spécialisés dans ce domaine-là. L'idée de donner de la valeur à des choses qui n'en ont pas, ou par la gratuité, quoi. Les biens communs, tout ça, ainsi de suite. Il y a tout un... voilà. Après, ça peut prendre aussi la forme de café citoyen. On discute avec les gens sur un sujet que nous-mêmes on a préparé ou que des habitants ont préparé. Voilà. Puis après, je vous ai parlé des jardins populaires. Donc, l'autoproduction. Autour de ça aussi, il y a des ateliers sur l'agroécologie, sur comment on va préparer des potions pour soigner son jardin. Là, il y a un parti pris politique qui porte ce sujet. En fait, l'idée d'associer beaucoup plus le travail d'éducation populaire, qui est un travail de conception et de terrain et de travail avec l'habitant, comme j'ai écrit là, et la transition écologique et sociale, pour partager les enjeux, que les gens s'approprient ces questions-là. Et par exemple, que les fermes urbaines aussi, avec une idée derrière la tête, c'est aussi de dire développer des liens entre les habitants de cette ville et les maraîchers des fermes urbaines, c'est garantir aussi une pérennité des fermes urbaines, de partager le sens de ce que peut avoir l'idée de recréer des ceintures maraîchères autour de la ville. Voilà. Donc, mais c'est des choses aussi très simples, sur de la convivialité, sur des chantiers participatifs qu'on va essayer d'organiser dans les fermes urbaines, sur la plantation de haies, sur plein de choses qui se termineront par un banquet avec notre four à pain mobile, parce qu'on fait des ateliers aussi autour du pain. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça va être de faire plus des détours avec les habitants sur ce sujet-là ou d'autres, de faire un travail plus en direction aussi, plus soutenu en direction des écoles et des enfants, donc avec des activités pédagogiques dans les fermes urbaines. Voilà. Donc ça illustre cette idée d'éducation populaire et de transition et de bien lier les choses. Et c'est valable aussi sur d'autres thématiques que la thématique alimentaire. Réfléchir à la végétalisation des cours d'école. Mais on est dans une méthode d'association des parents d'élèves, des enseignants, des enfants, et de ce faisant, réfléchir par exemple à la cour d'école, sa végétalisation, mais son appropriation par les gamins, les rapports de genre qu'il peut y avoir dans une cour d'école, sur l'occupation de l'espace entre filles et garçons. Voilà, il y a plein de choses. Et ça aussi, c'est de l'éducation populaire. J'ai un collègue à l'Université populaire, je n'en ai pas parlé, mais qui fait tout un travail de programmation autour des violences sexistes, des inégalités de genre. Et là, très bientôt, on va commencer des ateliers non mixtes d'autodéfense féministe. Donc avec une spécialiste qui va venir travailler avec ça, avec plusieurs groupes de classes d'âge, des petits séminaires de 4-5 séances pour travailler ces questions-là.
de savoir comment on fait face aux violences sexistes. Voilà, je parlais de violences diffuses et non dévoilées, en fait. Voilà, une violence symbolique, sociale, sexiste, elle peut même être non conscientisée par les victimes, enfin par la victime ou les victimes. Et en fait, mais elle a quand même des effets parce qu'elle est, elle est, elle est intégrée en fait. Et voilà, enfin, et donc l'enjeu aussi, c'est de dévoiler tout ça et de réfléchir, et de dire aussi qu'est-ce qu'on fait collectivement, comment on fait face individuellement et qu'est-ce que collectivement, comment on peut changer. Donc là, je parlais d'ateliers d'autodéfense féministe. Il y aura aussi après des ateliers mixtes pour le coup et sur une éducation populaire autour du sexisme, tout ça, ouvert notamment dans les lycées, et aussi les lycées automobiles, tout ça, pour voilà, enfin, réfléchir collectivement à tout ça et puis commencer avec des jeunes. Ça, il y aura, et donc il y aura aussi une conférence, je parlais de conférence débat tout à l'heure, autour du féminisme. Disons que ça commence sur certaines choses, mais c'est tout l'enjeu, hein, je vous dis, c'est vraiment d'inscrire aussi pas mal d'innovations écologiques qui ont été faites, dont les fermes urbaines, dans plus d'appropriation citoyenne. Voilà. Hein, plus de travail. Et tout l'enjeu de notre projet qui a été sélectionné par la Fondation Carasso dans le cadre du programme Tetra, c'est ça en fait, c'est ça qu'on a présenté. On a parlé d'autonomie alimentaire et de démocratie alimentaire. Et donc l'autonomie alimentaire, c'est répondre aux besoins locaux, y compris par l'autoproduction, les jardins petits immeubles. Maintenant, et c'est aussi de rendre accessibles des produits maraîchers, biologiques, à tout le monde. Trouver des voies pour ça, en termes d'égalité. Et la démocratie, c'est de se dire, voilà, comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place, les amis? Et donc pour ça, on a une stratégie qui est celle de la recherche-action, pour fédérer plus de gens, pour rencontrer, d'avoir des soutiens aussi extérieurs, donc des chercheurs, mais aussi dans le cadre du programme Tetra, il y a AgroParisTech, tout ça qui va nous aider. De prendre en compte le contexte social actuel et la crise sanitaire et notamment l'explosion du recours à l'aide alimentaire. Voilà, qui pose des problèmes aussi, le recours à l'aide alimentaire, c'est-à-dire que en termes de dignité, en termes de choix, en termes d'accès au droit à l'alimentation, parce que le droit à l'alimentation, c'est pas simplement pouvoir se nourrir, quoi. Bien sûr, ça fait partie de se nourrir pour fonctionner, mais c'est aussi l'accès à des produits qualité et des produits choisis. Voilà. Et donc, c'est des questions qu'on devra appréhender. Donc il y a cette idée pour ça de créer une production participative, une idée de micro-ferme urbaine pour l'entraide alimentaire. Donc avec Laurent, que vous avez vu tout à l'heure, qui lui, ce jeune homme, il a un profil à la fois d'animateur de quartier, éduc-pop, et puis aussi une expérience dans le maraîchage biologique, donc conduite de culture, en plus dans l'insertion, donc avec des gens qui l'accompagnaient. Et aussi l'idée d'avoir un lieu pour fédérer tout ça sous la forme d'une maison de l'alimentation, d'un tiers-lieu nourricier autour de ça pour la convivialité, pour réfléchir au projet et puis aussi pour essayer de faire de l'invention économique avec le soutien de la collectivité sur la transformation, la distribution, les épiceries collaboratives, tout ça, c'est essayer de fédérer un peu tout ça. Et avec l'idée aussi de base, c'est que toutes ces dynamiques vertueuses qui existent ailleurs, elles ont obligatoirement besoin d'être soutenues par le public. Il faut une forme de soutien et d'accompagnement, en tout cas de soutien, de mise à disposition, parce qu'elles sont pas compétitives, elles ne cherchent pas la rentabilité, et par contre elles ont des anémités sociales, écologiques, dont on ne peut pas se passer à l'heure actuelle. Donc il faut aussi il faut fédérer là-dessus et puis trouver d'autres moyens de faire société, de faire économie, de penser la solidarité, de créer de l'activité, une forme de développement économique attaché à
aux limites écologiques, au respect social, en tout cas attaché à ne pas exploiter aussi bien les ressources écologiques que les hommes et les femmes. Les DD Tours, je crois qu'en 2019, il y a eu 1200 personnes qui sont venues dans le cadre des DD Tours pour visiter la ville. Donc avec les questions qui nous sont posées, tout ça, on se rend bien compte qu'il y a une recherche, et c'est plutôt enthousiasmant, qu'il y a une recherche de solutions locales, tout ça, ainsi de suite. Après, dupliquer, c'est toujours difficile. Après, il y a des spécificités à Grande-Synthe aussi qui font que les choses sont possibles, hein. Notamment l'héritage industriel, parce qu'en fait, c'est aussi des moyens pour la ville, hein. Maintenant, c'est pas que ça, c'est pas que des moyens. C'est parce que bon, il y a aussi un effet. Les moyens permettent d'innover, mais l'innovation entraîne le soutien, et ben, le soutien comme dans le cadre du programme Tetra, mais avant ça, enfin, il y a aussi l'ADEME qui nous soutient sur les chemins de transition, tout ça. Il y a plein de choses qui se sont faites, et ça a toujours été un peu comme ça. Et en même temps, c'est pas non plus que des moyens, parce que bah, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu l'essentiel aussi, c'est de revendiquer la sobriété, et enfin, en tout cas la simplicité de moyens, c'est ça le populaire. Et bah, ça tombe bien, ça matche bien avec la sobriété, avec l'idée de sobriété. Et dans les jardins populaires, il arrive qu'on débarque, et puis il y a des dames qui sont en train de boire un thé, qui ont fait du pain, tout ça, c'est d'une richesse, voilà, enfin, avec, en préparant aussi des légumes du jardin, tout ça, ainsi de suite. Et voilà, enfin, tout ça, c'est super important, et il faut que ça soit transmis aussi. Il faut que ça soit transmis. Non, mais après, bon, sur tout ce qui est dupliqué, voilà, enfin, je pense que chaque territoire, chaque ville, il y a quand même une envie d'améliorer les choses et de transformation sociale. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut analyser ce qui se passe à l'endroit, prendre en compte les spécificités, l'identité des lieux, les ressources qui existent. On était séparés, ouais. Et en fait, on a créé un service qui s'appelle éducation populaire, transition écologique et sociale. Voilà. On a mis éducation populaire en premier pour bien affirmer le truc, hein, pour dire que pour nous c'est lié, quoi. C'est le sujet politique actuel, et c'est le sujet d'engagement, et c'est un sujet populaire. Et puis voilà, donc on a et dans ce jardin, ouais, c'est ça, dans ce jardin, on travaille sur les fermes urbaines, donc c'est plutôt Pauline qui s'en occupe. Hélène, elle travaille plutôt sur le suivi de la démarche, un peu nos moyens de suivi des différentes actions, tout ça, et puis sur la mobilité durable. Il y a les agents de l'université populaire qui sont aussi chargés de mission. Donc il y a un chargé de mission sur les jardins collectifs, dont la micro-ferme urbaine qui va naître, mais les jardins populaires. Il y a une animatrice aussi sur les jardins populaires. Voilà. Il y a Martine que vous avez vu qui est chargée d'administration. Et puis il y a Guillaume que vous n'avez pas vu qui est lui chargé de projet éducation populaire, santé environnementale. Donc il bosse sur notre programmation, entre autres. Donc là il bosse sur le féminisme, et il bosse aussi sur parce qu'à Grande-Synthe il y a aussi tout un projet la ville a adhéré à la charte des villes sans perturbateurs endocriniens, mais c'est un gros boulot de suivi. L'alimentation, c'est un sujet quotidien, du concret, du réel, tout ça, et une préoccupation majeure pour les gens, y compris sur l'aspect sanitaire, hein. Même si c'est ambivalent, hein, enfin, dire, le sucre, c'est un plaisir à bas coût, quoi. Hein, c'est ça aussi, les gens sont pas forcément super bien, ils culpabilisent de pas pouvoir emmener leurs gamins en vacances, c'est ça, voilà, enfin, c'est ça que... il faut aussi analyser un peu les choses, pourquoi ça se passe comme ça, tout ça, ainsi de suite. Hein, il faut pouvoir en parler. Puis il faut remplacer aussi voilà, la consommation par du lien, par de la convivialité. Tout le travail sur la biodiversité, c'est hyper important, il faut le partager aussi, mais il faut le partager aussi sur du concret. Dire, sur l'appropriation de la ceinture boisée, bah, elle se fait chemin faisant, mais on peut systématiser un peu plus. Peut-être plus faire d'ateliers, ce qu'on fait un petit peu, hein, dans la ceinture boisée, on allait cueillir du sureau, tout ça, ainsi de suite. Voilà, il y a des choses qui sont moins évidentes. Enfin, les LED sur l'éclairage public, ou le fait de fermer l'éclairage public, et les trams noirs, tout ça, moi je suis à fond pour, quoi. Mais il faut aussi que les gens aient un peu confiance.